Maître de conférence à Sciences Po Paris, vous avez écrit la géopolitique du printemps arabe aux presses universitaires de France. Est-ce que vous diriez que ce formidable espoir, on pensait alors que ce serait le grand événement du 21e siècle, à l'image un peu du mur de Berlin et de l'explosion de l'Union soviétique à la fin du 20e siècle, ce formidable espoir n'est devenu qu'un feu de paille, Frédéric Ancel? Non, je pense que ça peut rester le grand événement du 21e siècle. Parce que je pense que nous n'avons vécu que le premier soubresaut d'une véritable révolution qu'on mette un petit peu en relief ce printemps arabe, avec le printemps des peuples européens de 1848. Bon, ça a été un feu de paille au sens où il a été écrasé très rapidement, mais les décennies qui ont suivi, en réalité, ont permis aux peuples européens, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, d'accéder à de meilleures conditions sociales et économiques, et politiques d'ailleurs. Pensons chez nous à la Révolution française de 1789, qui s'est achevée dans le 193-94, puis confisquée par l'Empire. Mais aujourd'hui, et depuis très longtemps, nous en vivons les fruits. Vous voyez, donc je pense que il s'est agi d'un mouvement extraordinairement important, dont nous n'avons connu, et là je vous rejoins, que le premier échec, effectivement, le premier soubresaut. Mais je pense qu'il faut nuancer et que tout n'est pas terminé, loin de là. Et qu'il faut prendre le temps de la réflexion, peut-être. En attendant, la situation économique et sociale en Tunisie, une situation de guerre, un régime en Syrie, un régime encore plus autoritaire en Égypte avec le maréchal Sissi, la Libye qui n'existe quasiment plus comme entité, comme pays, on peut être inquiet d'un retour de l'autoritarisme, voire de l'islamisme. Oui, absolument. Vous avez raison. Sauf la Tunisie dans une large mesure, d'où est parti, vous l'avez bien dit tout à l'heure, ce printemps arabe, mais qui est l'un des plus petits, l'un des plus modestes des 22 États arabes. Sauf donc en Tunisie dans une certaine mesure, l'échec est quasiment total partout. Et c'est à la fois cause et conséquence de ce qui se passe dans le monde arabe, c'est-à-dire cette prévarication, cette corruption institutionnalisée, le clanisme, le tribalisme, l'absence totale de sens de l'intérêt collectif de la part de la plupart des dirigeants arabes. Et ça, si vous voulez, c'est pas nouveau. Ça faisait des décennies que ça durait. Et je vous dirais que les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, malheureusement, il y aura de toute façon d'autres secousses. Mais encore une fois, attention à cet adverbe. Je vous dis malheureusement parce qu'il risque d'y avoir des dégâts humains et matériels, mais on aboutira à quelque chose de nouveau qui ressemblera vraisemblablement à ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Mais c'est vrai, vous avez raison. Pour l'instant, la situation est très largement figée, bloquée. Entre parenthèses, j'ajoute un point si vous le permettez. Tout cela n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien dont on nous a rabattu les oreilles pendant des décennies. Ce conflit existe et il est très problématique et il est mortifère. Mais le printemps arabe n'a absolument pas eu comme cause les blocages israélo-palestiniens et on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de ces mêmes États arabes prennent langue avec Israël alors même qu'il n'y a pas de processus de paix malheureusement avec les Palestiniens. Oui, le dernier en date, le Maroc qui a cédé aux sirènes du Sahara et de la pression américaine. C'est une question quasi morale qu'on a envie de se poser. Beaucoup de gens se la posent et ça a un impact pour nous en Europe dans ce qu'est la situation aujourd'hui, sanitaire, économique, sociale sur notre continent. Est-ce que finalement des régimes autoritaires ne sont pas plus efficaces ? Alors, ils sont plus efficaces, question courageuse, ils sont plus efficaces pour endiguer les migrations dont on ne veut pas en Europe, ça c'est évident. Ils sont plus efficaces dans une certaine mesure pour endiguer les attentats terroristes, et je dis bien dans une certaine mesure, parce qu'en réalité, on a bien vu que des États autoritaires, voire totalitaires, pouvaient parfaitement eux aussi être soumis à la menace terroriste. Mais enfin, effectivement, c'est préférable de ce point de vue-là. Et puis ne soyons pas naïfs. Lorsque nous voulons vendre des matériels civils ou militaires, de préférence d'ailleurs militaires, à un État, oui, c'est toujours plus facile et pratique si nous avons en face une seule direction, la plus, oui, malheureusement, c'est ainsi, la plus autoritaire possible. Mais attention, parce que la violence de l'autoritarisme d'un chef d'État ou de gouvernement sera en général proportionnelle à la violence exprimée par ceux qui vont le mettre dehors.
Parce que de toute façon, une dictature finit par tomber. De toute façon. Et plus elle a été violente et corrompue, plus le régime qui va la suivre après qu'elle eut chuté risque à son tour d'être violent. C'est la raison pour laquelle je suis toujours très très méfiant vis-à-vis des régimes autoritaires, parce qu'en réalité, ils créent eux-mêmes une espèce de toxicité sociale et politique qui n'augure rien de bon lorsqu'ils chuteront. Et qui à terme les abat. Je voudrais m'adresser, merci pour cette analyse si pertinente, Frédéric Ancel.